Donc bonjour, moi je m'appelle Céline Douer, je suis naturopathe, je suis également formée en micronutrition. Et pour ceux qui connaissent, j'ai passé le DU NEP, Neuropsychologie, Éducation et Pédagogie, qui est sur les troubles des apprentissages. Donc c'est une conférence qui dure à peu près 1h30 normalement, que je vais vous faire en 40 minutes, comme ça on laisse 5 minutes de questions-réponses. Ça va un peu vite, mais si je dois zapper quelques diapos, vous m'en voudrez pas, c'est juste pour rester dans les temps. Juste pour retrouver les infos quelque part. Et ben, après. alors moi je suis sur le stand, pareil de l'autre côté avec ma collègue, donc si vous avez des questions à la fin, je suis disponible jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes bien détendu. Parce que là ça va aller vite. Alors, donc tout d'abord, on va faire la conclusion, histoire que vous ayez toutes les informations directement. Ensuite, une petite introduction avec l'épigénétique. On va parler du cerveau. Et puis, la grande partie qui nous intéresse, c'est la neuronutrition, comment bien se nourrir pour optimiser le fonctionnement de notre cerveau. Si on a le temps, on ira un peu plus loin. Alors, la conclusion. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir, ou quelque chose à noter, c'est maintenant. Donc, tout d'abord, je vais vous demander de me croire sur parole, et puis après, je vous expliquerai pourquoi. Donc, un petit déjeuner protéiné et sans glucides. Un déjeuner au choix. Si possible, limitez les féculents pour éviter la somnolence quand on retourne en cours. Si vous avez des questions, je serai disponible. Un dîner végétarien, manger à l'heure fixe, manger plus gras, on verra comment plus gras est aussi synonyme de bon gras. On va aussi manger plus nutritif. En fait, on va rechercher une densité micronutritionnelle, c'est-à-dire apporter le plus de micronutriments nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. Donc, pour ça, on va manger de proximité, de saison. On va privilégier les filières nutritives. On va apporter crudité et fruits, là où on trouve vitamines oligo. Et on va manger complet, privilégier les céréales complètes. On va ajouter à notre alimentation des polyphénols et des antioxydants. Une alimentation variée, toujours pour la densité micronutritionnelle. Peu transformée et saine. Quand j'entends saine, c'est limité en pesticides, en additifs, colorants, conservateurs, etc. On va voir pourquoi prendre soin de ses intestins est important. Et puis, pourquoi manager son stress. Bon, bah finalement, vous savez tout, ça a été rapide. Hein. Merci. C'est bon? Avec ça. Une petite blague. Alors, l'introduction. On va parler d'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude de l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Donc, selon Joël de Rosner, je vais vous faire une petite vidéo. Non, là, c'est bon. Ah, attendez, bougez pas. Avec le son, c'est mieux. On peut vous interrompre? Oui. En fait, sa photo elle est un peu floue. Et je suis volontiers pour le repas. Pour la retenir, oui, je voulais prendre la photo et puis du coup, ça a flouté. Je vous la remettrai à la fin, vous me faites penser, d'accord? Le fonctionnement des gènes, donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien,
Ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN, cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, mais c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique, ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, ben elles deviennent des reines. Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine. Une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et alors, selon le professeur Coudron, les dysfonctionnements du cerveau se déterminent dès la grossesse. On sait maintenant qu'un déficit en B9 ou en iode peut entraîner des troubles de l'apprentissage, de l'attention notamment, plus importants. En revanche, l'épigénétique montre que tout se rejoue chaque jour. Il suffit d'éviter la malbouffe, les toxines, etc. Je vous parlais de densité micronutritionnelle tout à l'heure aussi, l'aménagement du stress, etc. Donc l'épigénétique, c'est ça. En fait, c'est l'environnement, comment il va jouer sur les gènes pour s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Et cette épigénétique va avoir une influence sur nos apprentissages, la santé et le comportement. Alors, on va rentrer dans le cerveau. Alors, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est une grosse boule qui est avec des fiches, qui est gourmande et qui est fragile. Gourmande parce qu'elle est dépendante de l'approvisionnement de glucose, de micronutriments, de nutriments et d'oxygène. C'est aussi une grosse boule de gras. Il faut savoir que 60% de notre cerveau, c'est du gras, notamment des oméga 3 et du cholestérol. Oméga 3 qui va permettre une fluidité de notre cerveau et le cholestérol, la solidité de notre cerveau. Le cholestérol est important. C'est une grosse boule de sang, puisque c'est le sang qui va amener tous les micronutriments, l'oxygène, etc. Et c'est une grosse boule de vide. Et oui, on a 100 milliards de neurones et chacun peut faire 10 000 connexions. Entre chacune de ces connexions, il y a un espace qu'on appelle aussi synapse. Et ça, c'est du vide. Donc, on peut dire que notre conscience se construit aussi autour du vide, comme nous diraient les bouddhistes. Bon, je vous accorde qu'il y en a qui ont plus de vide que d'autres. Alors, ça, c'est les connexions de notre cerveau. Elles se font et elles se défont sans arrêt. En fait, notre cerveau, il est en perpétuelle reconfiguration. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui est augmentée par les apprentissages. Donc, nos enfants, ils ont besoin de beaucoup de plasticité cérébrale pour pouvoir apprendre. Cette plasticité, elle est favorisée par les oméga 3, puisqu'on a dit que c'était la fluidité et la souplesse.
Alors, notre cerveau il nous permet de comprendre, nous adapter, agir sur notre environnement. C'est un système électrique, chimique, magnétique et quantique. On va aller un peu plus loin. Je vous parlais de synapse. Donc, c'est le point de jonction entre deux neurones. Il y a deux types de synapses, la synapse électrique et la synapse chimique. Là, on voit l'exemple d'une synapse chimique. Pour que l'influx se fasse, on va avoir besoin de neurotransmetteurs qui vont être dégagés dans la synapse et qui vont être reçus par des récepteurs. Cette synapse chimique, elle est plus malléable, plus souple, donc meilleure pour les apprentissages. Là, c'est un peu la théorie, mais vous allez voir la pratique. Alors, le neurotransmetteur, c'est une molécule tout simplement qui a une forme géométrique dans l'espace qui est particulière et qui va permettre de se fixer au bon endroit, au bon récepteur. Si la forme est OK, alors il va produire un effet dans le neurone suivant. Et chaque effet est spécifique à chaque neurotransmetteur. Nous, on va parler, ce qui nous intéresse en termes de neuronutrition, c'est deux neurotransmetteurs spécifiques. C'est la sérotonine et la dopamine. Alors la dopamine, c'est le starter. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin. C'est ce qui permet d'être en éveil. C'est ce qui permet d'avoir de l'entrain et c'est ce qui nous permet d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. La dopamine, c'est le précurseur. Il va fabriquer ensuite de la noradrénaline. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui nous permet d'avoir de la motivation, de perdurer dans l'effort et qui est très important dans tout ce qui est mémoire et apprentissage. De l'autre côté, on a la sérotonine. La sérotonine, au contraire, c'est le frein. C'est quand on revient de l'école, laisser ce qui s'est passé à l'école, au travail. C'est la prise de recul et c'est, on va dire, l'hormone de la zénatitude. Okay, c'est le précurseur d'un autre neurotransmetteur qui est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc si on résume, dopamine, starter, noradrénaline, accélérateur, sérotonine, le frein, et la mélatonine, le frein à main. Ce qu'il faut savoir, juste un petit aparté, dopamine sécrétée le matin, sérotonine le soir. Alors, on va se fixer d'abord sur la dopamine. Qui est aussi notamment l'hormone qui est mise en cause dans le TDAH. Donc là, je vous ai mis un petit schéma un peu barbare. C'est juste pour vous expliquer en fait que la dopamine, elle est faite à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine. C'est cette tyrosine qu'on va aller chercher dans notre alimentation. Et que pour être transformée, la tyrosine doit passer par plusieurs étapes et qu'à chaque fois, à chacune de ces étapes, elle a besoin de cofacteurs pour se transformer. Si on a un déficit dans un de ces cofacteurs, de ces vitamines ou de ces minéraux, alors on ne peut plus faire de la dopamine. Donc le lien avec les apprentissages, c'est la noradrénaline que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui a un rôle important dans l'attention, dans les émotions, les troubles de l'humeur, la mémoire, les apprentissages et le sommeil dont les rêves. Rêve, pourquoi? Quand on est en rêve, on est dans une phase de sommeil paradoxal. C'est là où se passe la consolidation de la mémoire, mais d'une certaine mémoire qui est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est celle qui nous permet de nous rappeler comment faire du vélo, apprendre à conduire. En fait, c'est la mémoire qui nous permet d'automatiser les gestes. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Alors le circuit sérotoninergique, bah pareil, le même schéma un peu barbare. C'est juste pour vous dire là, ce qu'il faut retenir, c'est que le précurseur, c'est le tryptophane,
Donc à partir de 17 h, on va prendre des aliments riches en tryptophane. Pareil, il faut des cofacteurs. Une petite précision, le tryptophane pour passer le cerveau a besoin d'aliments sucrés. Il a besoin de sucre pour pouvoir passer le cerveau. Le lien avec les apprentissages ici, c'est le sommeil. Donc des études ont clairement prouvé que la mémorisation de nouveaux éléments avait lieu pendant le sommeil. C'est pendant cette phase que s'effectue la consolidation qui nous permet d'enregistrer des nouvelles infos et de développer des nouvelles compétences. Par ailleurs, l'attention peut être affectée lorsque l'organisme manque de sommeil. Vigilance, vivacité d'esprit peuvent baisser. Je voudrais vous dire quelque chose. Donc, selon Flavie Châtel-Baudrier, assistance publique aux hôpitaux de Paris, la privation de sommeil provoque des troubles identiques au TDAH. Le patient se comporte comme s'il devait lutter contre la fatigue, d'où l'agitation. Imaginons que vous seriez en pleine digestion et que vous seriez un petit peu fatigué. Et bien des fois, on s'agite un peu sur sa chaise pour rester en éveil. Alors là, ça va être la grosse diapo. Alors, comment optimiser le fonctionnement du cerveau avec une alimentation favorable? Et là, on va répondre aux questions de l'introduction, enfin de la conclusion, pardon. Donc, les cofacteurs. Tout d'abord, le fer. C'est un des cofacteurs les plus importants dans la voie de la dopamine. Si lui, il n'est pas là, c'est... Voilà. Alors, la population à risque, qui c'est? Ce sont les femmes. Ce sont les jeunes femmes, voyez. Et ce sont également les enfants. On peut être en déficit de fer à partir de l'âge de 1 an. Si vous regardez les normes labo, votre fer, pour qu'il soit dans la fourchette, il faut que ça soit de 15 à 150, 200 selon les labos. Selon le professeur Olivier Coudron, encore, si la ferritine est au-dessous de 80 mg, alors les récepteurs à la dopamine ne fonctionnent pas très bien. Ça veut dire qu'il faut faire des tests de sang régulière? Pas régulière, mais au moins savoir où on en est avec son fer. Mais ça, normalement, le médecin, il vous prescrit ça de temps en temps. C'est juste, je vous dis, les normes de labo, elles sont comme ça. Pas les ans. Je pensais pas forcément à mort, mais par exemple, c'est un gamin qui a des... Ouais, on peut. C'est d'anémie pour... C'est d'anémie, ça, non? Oui, mais en fait, on parle d'anémie quand c'est au-dessous de 15-20. Alors que moi, je vous dis qu'à partir de 80, avant, ça dysfonctionne déjà. La voie dopaminergique. Ça doit être supérieur à 4 ans. Ouais. Alors, en attendant, où trouver le fer? On va en trouver dans tous les produits animaux. Le lapin, le bœuf, etc. L'agneau. Il y a aussi le fer végétal qu'on trouve dans les lentilles. Mais le fer végétal est beaucoup moins, 5 fois moins assimilable que le fer animal. Ensuite, les vitamines. Donc les vitamines, on va avoir besoin de vitamine B et de vitamine C. Les vitamines B, on va les trouver dans la levure de bière, les noix, les céréales complètes, les graines, les légumineuses, etc., etc. La vitamine C, on va la trouver plutôt dans tout ce qui est poivron, papaye, poivron rouge, pardon. Kiwi jaune. Voilà, kiwi, papaye, mangue. Ok, surtout kiwi jaune. Donc. Citron, fruits rouges, tomates, le pissenlit aussi, voilà. Le zinc. On est d'accord que tout est enregistré, non? Ouais. Ouais. Mais en fait, il n'y avait que les premiers trucs à retenir. Vous allez voir pourquoi. La première diapo. Alors, le zinc, on en trouve dans les huîtres, dans la plupart des viandes, dans les noix et
Toutes les céréales complètes aussi sont des bons apports en zinc. Le magnésium. Alors ça, ce petit schéma, c'est juste pour vous dire qu'en fait, quand on a un stress, on a une déperdition en magnésium. Quand on a une déperdition en magnésium, on est plus vulnérable au stress, etc. En plus, dans notre apport quotidien, en général, on sait qu'on a un apport insuffisant en magnésium dans notre alimentation. Ça, plus les fibres de magnésium, on estime que 80% de la population est en déficit de magnésium. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez complémenter tout seul. Attention, par exemple, le fer n'est pas complémenté tout seul. Pro-oxydant, donc il faut être suivi par quelqu'un, que ce soit un médecin, une naturopathe, mais quelqu'un qui ne fasse pas n'importe quoi. Et tous les labos ne sont pas identiques, que ce soit le magnésium, zinc, fer, vitamines, etc. Bah, par exemple, le magnésium marin est naturel, mais ce n'est pas le plus assimilable. Si vous voulez un magnésium qui soit bien assimilable, on va plutôt prendre un bisglycinate ou voilà. Si vous voulez, je vous le redirai tout à l'heure. D'accord. Ou un glycérophosphate. Et pour que ça soit plus assimilé, on va mettre de la taurine et de la B6. Sinon, ça sert strictement pas à grand chose en fait. Pareil pour le fer, il y a des molécules qui permettent de mieux assimiler le fer. Voilà. Donc pas passer par n'importe quel labo. Et puis selon les déficits, une fois qu'on a vraiment vu les déficits, on va adapter aussi la posologie, que ce soit dans tous les cofacteurs. Si on a une ferritine basse, à combien de grammes par jour on va complémenter? Alors que si on a une ferritine qui est à 60-70, on ne va pas mettre le même taux. Voilà. Donc pas à prendre à la légère, pas à faire tout seul. Ça veut dire pas à faire tout seul, on fait avec qui? Un naturopathe ou un Oui, médecin? ou un médecin. Ouais, mais tous les médecins, enfin, je ne sais pas si des médecins dans la salle, mais tous les médecins ne sont pas au fait de ça. Non. Pas tous les naturopathes non plus. Bon, C'est pour ça qu'il faut aller au stand après. on est perdu là. Après, il faut trouver quelqu'un qui sache ça, et puis après, Après, normalement, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à ça. Mais ça émerge. En fait, le concept de neuronutrition, c'est un concept qui est récent. Voilà. Donc sinon, les magnésiums, on peut le retrouver dans les fruits et légumes, légumineuses, encore une fois, les céréales complètes, et puis le chocolat. Alors, pardon? Pain complet comme céréales, c'est pas Oui, en fait, le pain complet est fait à partir de céréales complètes, donc c'est déjà quelque chose. Oui. Voilà. Donc s'il y a hyperactivité, anxiété, agitation, hyperémotivité, stress, d'autant plus on complémente en magnésium. Alors, la chrononutrition. Alors, avant. Donc là, ce que vous avez retenu par rapport à la première fiche, il faut retenir. Là, on a vu pourquoi il fallait manger nutritif, pourquoi il fallait manger varié et pourquoi il fallait manger complet. Donc en fait, le but, c'est pas de retenir les aliments. Le but, c'est de savoir varier son alimentation et manger complet. Voilà. Et en plus, comme certains fruits et légumes sont 100 fois moins riches qu'il y a 50 ans, il faudrait par exemple 100 pommes pour avoir le même taux en vitamine C que si on en mangeait une dans les années 50, et ben, on va privilégier aussi tout ce qui est filière courte, moins intensive. Les fruits ne sont pas cueillis avant maturité. Voilà. Alors, la chrononutrition, c'est ce qu'on mange et à quelle heure on mange. Donc, on a vu que la dopa, elle montait le matin, la dopamine, pardon. Ensuite, à 17h, elle va baisser pour laisser place à la sérotonine. Okay. Donc, on va mettre en place une alimentation qui favorise les précurseurs de la dopamine pour que ça monte jusqu'à 17h. Et ensuite, des précurseurs de la séro à partir de 17h. Donc le matin, la tyrosine, on en trouve surtout dans tout ce qui est protéines animales. On va en trouver aussi dans le fromage
œufs, très riche en tyrosine, les œufs, le jaune d'œuf, les amandes, les graines de courge. Attention par contre à ne pas mettre de sucre le matin. Je vous explique. En fait, si on mange du sucre, la tyrosine est déviée autre part, elle ne rentre pas dans le cerveau. Le sucre va permettre de faire rentrer le précurseur de la sérotonine, mais elle va faire fuir le précurseur de la tyrosine. Donc un petit déjeuner qui peut être bien pour vos enfants, ça peut être 2 œufs avec une poignée d'oléagineux, par exemple. Oléagineux, c'est tout ce qui est noix, amandes. Là, on apporte des lipides et ça va éviter les fringales de 11 heures. On remplace les glucides par des lipides, en fait. Par les fruits, par les fruits secs. Alors, ça fait monter l'insuline. L'insuline est l'antagoniste de la tyrosine. Voilà. Pas de sucre en fait, quelle que soit sa forme. Exactement. Alors, je vois tout de suite déjà les têtes là. Pas de jus de fruits, pas de... Non, pas de jus de fruits. Le jus de fruits fait monter la glycémie en flèche et fait tout dévier la tyrosine. Alors, je vois déjà vos têtes. Mais proposez à vos enfants et voyez leur tête. Et puis ensuite, on en parle. Mais des fois, vous serez étonnés, moi, les gamins en consultation, ils font ah ouais maman c'est mal, je peux prendre ça et tout. Alors moi je suis pas surpris. Par contre du coup je me posais, parce que je suis pas d'accord de nutrition, mais le pain on est d'accord c'est du sucre aussi. Ouais. Donc pas de pain. Ouais. 2 œufs à la coque, des amandes, etc. Essayez, et puis après pourquoi pas apporter à 10 heures des amandes, un petit morceau de fromage s'il y a un petit peu faim. Il n'y a pas une petite récré? C'est interdit. Calmez-vous. Essayez les week-ends, essayez pendant les vacances alors. Un enfant en difficulté à l'école, il lui fait faire ce qu'il veut. Moi je pense qu'un professeur, si je ne veux pas faire un débat ici, mais si un gamin a des troubles particuliers et qu'on dit à la maîtresse à 10 heures, pour qu'il soit plus concentré, qu'il vous écoute plus, il doit manger des noix et des amandes, elle va le faire tout de suite. Il faut le demander. Alors ça dépend. Mais ça si vous voulez, on en reparlera à la fin de vidéo. Je vous explique pas. Parce que sinon, je vais dépasser sur mon âme et j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors, le soir, par contre, on va éviter justement toutes les protéines animales. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en tyrosine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des protéines animales et on relance la dopamine. Et là, super, vos gamins, ils sont OP pour une nouvelle journée, en fait. Donc, évitez les protéines animales le soir pour favoriser aussi l'endormissement. Alors, le soir, qu'est-ce qu'on peut manger? Végétarien et avec des glucides, justement, pour qu'il y ait un peu de sucre, pour que le tryptophane passe la barrière du cerveau. Si ça, ce n'est pas suffisant, en naturopathie, il y a des supplémentations qui peuvent exister en tyrosine et en tryptophane. Ça, par contre, pareil, il faut que l'enfant soit encadré, etc. Alors, manger à l'heure fixe. Donc, selon Kate Florence Storch de l'université de McGill, chercheur en chronobiologie, la plus grande régularité des heures des repas en France, contrairement aux États-Unis, pourrait contribuer à expliquer la moins grande prévalence du TDAH en France, contrairement aux États-Unis. Manger à l'heure fixe, pour qu'il y ait un cycle qui se passe comme il faut. Voilà, maintenant vous avez 3 autres réponses à retenir de tout à l'heure. Alors ensuite, on a nos cofateurs, on a tout amené, ce qu'il fallait, on les a amenés à la bonne période. Maintenant, il faut que ces neurotransmetteurs aillent se fixer sur les récepteurs qu'on a vus tout à l'heure. Ok? Sinon, ça serait trop facile. Alors, la réception des neurotransmetteurs, elle se fait donc sur ces grosses molécules récepteurs, et ces molécules, ces récepteurs peuvent être endommagés par 2 mécanismes. Le premier, ils sont trop rigides. Donc les molécules ne peuvent pas aller se loger dedans.
Ok. Qu'est-ce qu'on va faire pour remettre de la souplesse, de la fluidité à ces récepteurs? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi un peu? Qu'est-ce qu'on fait pour remettre de la fluidité? On apporte des oméga 3. Voilà. Alors, avant, en 2010, les ANC, on proposait de manger plus d'oméga 3. Très bien. Maintenant, en 2016, on se rend compte que ce qui est important, c'est de manger plus d'oméga 3, mais aussi, attention, c'est des infos exclusives là, que je vous raconte. Plus d'oméga 3 de longue chaîne, c'est-à-dire les oméga 3 animales. Ces oméga 3, on va les trouver notamment dans les sardines, dans les poissons gras, dans les petits poissons, voilà, poissons gras. Il faudrait manger 500 mg par jour, ce qui équivaut milligrammes, ce qui équivaut à 3 à 4 boîtes de sardines par semaine, par personne. Ce qui fait à peu près, dans une famille de 4 personnes, 60 à 70 boîtes. Mais la sardine. Donc, acheter 60 à 70 boîtes par mois. C'est ça qu'il faudrait pour nos enfants. On sait qu'ils ont besoin de fluidité membranaire. Là, c'est eux qui en ont le plus besoin. Et c'est prouvé scientifiquement qu'en plus de les acheter, ça marche mieux quand on les mange. 4 boîtes de sardines par semaine, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que ça fait belle lurette qu'il n'y aurait plus de poissons dans les océans. Si Alors, tout humain faisait ça, je sais pas comment. c'est pour ça qu'il y a aussi des filiales nutritives qui existent. Et là, je vais vous parler des œufs. Les œufs qu'on peut manger le matin. En fait, il y a une filiale qui s'appelle la filiale Bleu Blanc Cœur. Allez chercher sur Internet. Cette filiale... C'est pas facile à trouver des œufs Bleu Blanc Cœur. Hein? C'est pas facile à trouver. Ils sont pas faciles à trouver, mais on les trouve dans les super œufs. Allez chercher, dans les super œufs, on les trouve. En fait, là, on a donné à manger aux poules du lin. Donc des oméga 3 végétaux. Et la poule transforme ces oméga 3 végétaux en animaux qu'on récupère directement dans l'œuf. Des œufs quoi, vous avez dit? Bleu Blanc Cœur, c'est une filiale Bleu Blanc Cœur qui est en train de se développer peu à peu. Hein. Mais oui, c'est pas évident. Mais chez Super U, on en trouve. Le sucre, etc. Enfin bref. Voilà. Donc les oméga 3. Et puis le deuxième mécanisme qui peut altérer ces récepteurs, c'est l'oxydation. Donc vous apportez des antioxydants dans l'alimentation. Les antioxydants, on va les trouver notamment dans tout ce qui est fruits, légumes. On va aussi trouver la vitamine E dans tout ce qui est huile de germe de blé, l'huile de colza, etc. On va trouver les polyphénols dans le thé, épices, etc. Voilà, ça c'était la grosse diapo. Alors, tendance actuelle. Je voudrais vous parler très très rapidement des pesticides. Comme ça, on a un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, c'est un produit qui est toxique par nature. Alors, moi, ma collègue tout à l'heure, elle a fait venir les gens, moi je les fais partir. Hein. Alors, les produits, ils sont toxiques par nature. Et une information de presse de l'INSERM du 9 juin 2015 fait l'état de l'impact de l'exposition aux insecticides sur le développement cognitif des enfants, en particulier de la compréhension verbale et de la mémoire de travail. Et on sait que c'est la mémoire de travail et compréhension verbale, on retrouve ça dans les troubles des apprentissages. Ça veut dire qu'ils vont manger bio alors? Ouais. Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut mieux manger sans pesticides, ouais. Donc bio, après, normalement, quand c'est de jardin ou que c'est dans des filières courtes, des choses comme ça, c'est pas obligé qu'il y ait l'appellation bio pour pas qu'il y ait de pesticides dedans. Alors, les additifs. Donc déjà, voilà, le docteur Feingold établit le lien entre hyperactivité et sensibilité alimentaire. Alors en 2013, 6 colorants et agents de conservateurs déjà liés au TDAH ont été montrés du doigt par les chercheurs de l'université de Southampton. Donc évidemment, l'autorité
anglaise a fait retirer ces additifs de l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certains qui sont encore autorisés en France, de ces 6 additifs. Sur quel produit, enfin, quel type de produit? Eh ben, si vous voulez, je vous donnerai les additifs, je les ai notés. Ok? Alors, on ne va pas avoir le temps, je vous avais préparé une petite vidéo. Donc, c'est les enfants tube à essai sur pâte de Sundeliet, si vous voulez noter les références. En fait, c'est une expérience qui a été faite sans additifs dans une école. Donc là, pas le temps. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les additifs, il y a un petit livre de Corinne Bouget, il est tout petit comme ça. Il est classé en 3 parties, les additifs verts, orange et rouge. Et puis j'ai des petits patients moi qui l'ont et puis qui vont faire les courses avec ça et puis qui se responsabilisent aussi. C'est chouette. Non maman, celui-là c'est rouge. Pour aller plus loin, très brièvement, l'intestin dans tout ça. Alors l'intestin c'est une muqueuse, des bactéries, un système immunitaire, 200 millions de neurones qui dialoguent avec le cerveau. Et un trouble intestinal peut avoir des répercussions sur l'activité cognitive. Alors, par exemple, s'il y a une inflammation des intestins, ça provoque une inflammation cérébrale, ce qui engendre une fabrication de molécules pro-inflammatoires. Ces molécules pro-inflammatoires sont toxiques quand il y en a trop dans le cerveau. En plus, ces molécules pro-inflammatoires sont fabriquées à partir des mêmes précurseurs que nos neurotransmetteurs. Donc, inflammation intestin, fabrication de ces molécules pro-inflammatoires, avec justement la tyrosine et le tryptophane, donc baisse de la dopamine et de la sérotonine dans le corps. Autre exemple, la constipation, par exemple, quand il y a une personne qui est constipée, le tryptophane est détourné. Donc on ne peut plus faire de sérotonine, l'hormone de la zénatitude. Donc quand il y a des personnes qui viennent me voir pour des angoisses, des choses comme ça, avant de donner des antidépresseurs, pourquoi pas déjà réguler le transit? Et oui, on a des effets. Donc la restauration de la paroi intestinale, quand il y a des signes cliniques, transit, qui est un peu perturbé, inflammation, et aussi quand il y a des carences. C'est-à-dire que dans l'alimentation, on a tout bien apporté, tout impeccable, sauf qu'en clinique, on retrouve des déficits en zinc, en fer, etc., alors qu'on apporte tout dans l'alimentation. Et on a un déficit en dopamine, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces cofacteurs, ces molécules, ces oligo-éléments, ils sont dans l'alimentation, ils passent dans le tube digestif, mais on ne les retrouve pas dans le corps. Donc il y a bien une problématique d'hyperperméabilité. Tout n'est pas capté par le corps. J'avais oublié. Alors pourquoi? Donc pour diminuer le risque d'hyperperméabilité intestinale, ce qui va faire, 1, baisser l'inflammation. 2, qui va augmenter le passage des vitamines, des oligo-éléments, des cofacteurs et des précurseurs. 3, qui va diminuer, limiter le passage des métaux lourds et des additifs. Donc oui, manger bio, etc., ou manger sans additifs, mais aussi avoir des bons intestins qui ne laissent pas passer les métaux lourds et en café. Et les additifs, etc. Non, mais je parlais du bio parce que pour une question de plasticité aussi, on a une vie quotidienne, c'est pas on travaille, c'est la course. Donc c'est plus facile de trouver aujourd'hui la nourriture bio que des filières propres. Je me trompe peut-être, hein. Je sais pas. Chacun s'organise. Moi, je trouve ça pratique d'aller récupérer mon panier, mais voilà, parce que peut-être mon emploi du temps n'est pas pareil que le vôtre. C'est à chacun de faire au mieux. Et ensuite, ça évite le passage de grosses molécules
comme le gluten, la caséine, qui peuvent augmenter les symptômes du TDAH en allant se fixer sur les récepteurs aux neurotransmetteurs, comme on a vu tout à l'heure. Donc, limite, enlever le gluten, ça c'est voilà, c'est de mode, etc. Mais déjà, refaire la paroi intestinale, avant, ça me paraît être la chose la plus primordiale à faire. Alors, Et comment on refait la paroi intestinale? Eh bien, il y a des protocoles qui existent, ça dépend. Donc, c'est pas en prenant juste un probiotique, parce qu'en fait, la paroi intestinale, elle est faite de plusieurs couches. Premièrement, c'est la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est les cellules de l'intestin. Ensuite, donc, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est refermer. Donc là, par exemple, il va avoir la L-glutamine, il va avoir l'inuline de chicorée, il va avoir le zinc, qui va avoir des vertus cicatrisantes là-dessus. Ensuite, on a une couche de gras, donc des oméga 3, etc. Et ensuite, au-dessus, on va avoir tout ce qui est microbiote, donc tout ce qui est probiotique, etc. Par contre, si vous mettez des probiotiques, mais vous avez une passoire derrière, ça ne sert à rien. Et ça, justement, c'est les naturopathes. Ouais, ça c'est notre boulot quand même. Il faut bien qu'il y en ait un peu de boulot. Enfin, pas tous, mais bon. Voilà. Ok, stress à l'école. Donc, j'ai encore 4 minutes. Non, mais parce qu'après, je me fais. À 4 heures, il y a une autre conférence. Donc, alors, gestion des émotions. Donc, ma collègue vous en a parlé tout à l'heure. Comment on peut faire en naturopathie? Donc, déjà, un petit point. Le stress ce n'est pas à prendre à la légère. Influe également négativement dans les apprentissages, notamment fait augmenter le taux de cortisol. Donc le taux de cortisol, il a un impact sur les tâches de performance et de la mémoire de travail, encore une fois. Et en plus, le cortisol dévie la tyrosine. Tyrosine, précurseur de la dopamine. Okay, chez les enfants TDAH, le stress dévie d'autant plus la tyrosine. À long terme, le cortisol peut même provoquer l'apoptose des neurones. Donc, en alimentation, comment on fait? On évite additifs et excitants. On augmente les aliments favorisant le calme, la mâche, la laitue, l'avoine, les aliments riches en tryptophane. Micronutriments spécifiques à la détente, on a vu, il y a le magnésium. Ensuite, on va avoir tout ce qui est phytothérapie et aromathérapie. Donc, on va avoir les plantes calmantes, sédatives, décontractantes. On a notamment la balotte qui calme la nervosité. On va avoir les plantes précurseurs de la sérotonine, ça existe. On a aussi des plantes précurseurs de la dopamine, ça existe aussi. On va avoir les plantes adaptogènes qui vont faire baisser le taux de cortisol. On va avoir la rhodiole, le ginkgo. Attention à ne pas manipuler, à manipuler avec précaution. Et puis on va avoir ça, en tout cas, que vous pouvez tous faire, c'est l'aromathérapie. Donc un peu d'huile essentielle, de mandarine, de lavande, de niaouli le soir avant d'aller se coucher en diffusion. La méditation, le yoga, bon ça je vous en parle pas, les études se bousculent. Et puis pour l'activité physique et pour ceux qui y croient, les fleurs de bac. Dernière petite précision, les métaux lourds. Donc en effet, certaines études montrent l'impact des métaux lourds. Ok. Sauf que, attention, il y a peut-être des métaux lourds, on va drainer ces métaux lourds, on sait où on les décolle, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils se recollent. Quand il y a une perméabilité intestinale, quand il y a des métaux lourds, c'est que, en effet, peut-être qu'il y a une perméabilité intestinale qui a laissé passer ces métaux lourds. Sauf qu'on sait aussi que plus il y a une perméabilité intestinale, plus il y a de fortes chances qu'il y ait une perméabilité de la membrane du cerveau. Donc on décolle quelque chose, on ne sait pas où ça va se recoller. Je répète. Donc attention, et si jamais vraiment quelqu'un vous propose de faire ça, ok, mais demandez-lui quelles précautions il prend. Est-ce que par exemple, il fait des analyses de sang préalables? Est-ce qu'il draine le foie en même temps? Est-ce qu'il vous fait prendre du coenzyme Q10 en même temps? Est-ce qu'il vous fait prendre du glutathion? Voilà. C'était juste un petit avertissement. Et voilà, je vous remercie.
pour votre attention. Dites-moi. Je sais pas si là on parlait pour le matin, les œufs, les amandes, etc. Le lait c'est une protéine. Ouais. Donc il n'y a rien de particulier autour du lait. Ça sera un débat d'une autre conférence. Les laits végétaux. Mais lait de brebis, ouais, il n'y a pas de souci. Lait de brebis. En fait, le lait de vache aussi, il y a des molécules qui sont un peu irritantes pour les intestins, etc. Mais lait de brebis. Pour ce qui est des œufs, j'ai entendu tout à l'heure, mais des œufs tous les jours. Alors, quand ils sont de la filiale de Blanqueur, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches en oméga 3. Donc, ils sont protecteurs cardiovasculaires. Donc, les oméga 3 font baisser le cholestérol. Oui. Donc là, il n'y a pas de problème. On va avoir des œufs qui sont protecteurs. Ok? Les laits végétaux, puisqu'on parlait de lait, J'arrive. Oui, les végétaux, ça me va. ça vous va. Très bien. Et vous, ça vous va? Oh, très bien. Le soir, vous parlez de manger végétarien. Ouais. Ma fille, elle a 10 ans, elle est en pleine croissance. Si je lui donne pas soit du riz, soit des pâtes, Ouais. Végétarien. pâtes, riz, c'est bon. Ouais, c'est juste pas de protéines animales. Pour D'accord. pas relancer la dopamine. D'accord, oui. Merci. Alors, en fait, voilà, chaque enfant est différent. Donc, s'il y a déjà un surpoids, en effet, on va mettre des protocoles qui sont différents. Là, je fais quelque chose de très général parce que pour répondre aux questions des... Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui était sucre était antagoniste de la tyrosine. Pourquoi? Parce que ça fait sécréter de l'insuline, qui est l'antagoniste de la tyrosine. S'il y a un surpoids ou qu'il y a du diabète, en effet, la tyrosine a plus de chances d'être déviée et donc il y a plus de chances de déficit en tyrosine. Donc, déjà, réguler cette hyperinsulinisme, ce qu'on appelle hyperinsulinisme. Pour les pâtes et le riz du soir, oui, pas de souci complet. Hein. J'avais vu un site internet qui ressemblait un peu à vos conseils. Oui. J'ai pu me montrer. Alors ça, j'en sais rien parce que là, ça vient toute ma tête. Donc, oui, pardon. Et ben, c'est pour ça qu'on va essayer de prendre des pâtes. Pas toutes les pâtes ont des pesticides en fait. Donc,